Alors, Fahir, marhaba bikoum. Bonjour, donc bienvenue pour cette première journée d'immunologie et d'immunothérapie anti-cancer que nous organisons donc conjointement avec le laboratoire de génétique et d'immunopathologie humaine de la faculté des sciences de Tunis, avec notre ami professeur Asma Gati, ici présente, donc, que je tiens à remercier, avec nos collaborateurs, donc des carcinologues du CHU de Sfax, des laboratoires de bioprocédés environnement du CBS, professeur Mohamed Chamra, que je tiens à remercier, avec qui nous avons aussi un projet de coopération sur le thème du cancer. Donc, à ce moment-là, le micro ne marche pas. Bon, ok, donc, il faut que je me rapproche maximum. Donc, et tout ça dans le cadre d'un projet. Donc, le point de départ, en fait, c'est un projet de coopération tuniso-marocain. Donc, une excellente initiative de la part des ministères de la recherche marocain et tunisien. Et ça nous a donné l'occasion donc de nouer des liens de coopération, de collaboration entre nous, donc en Tunisie, Tunisie Sfax, et avec nos collègues et amis marocains, donc professeur Abdallah Badou, donc qui est présent avec nous, donc qui va présenter donc tout à l'heure sa conférence et qui pourra bien sûr donc participer à la discussion. On va essayer autant que possible que ça se passe bien. C'est pas évident, la logistique technique. Bon. Le professeur Abdallah Badou, qui est professeur à l'université de Casablanca et directeur d'un laboratoire de recherche donc, à la faculté des sciences de Casablanca. Alors, la faculté de médecine, Hassan II, la faculté de médecine Hassan II. Bon, si tout le monde est là, on va... Hein. Donc, comme je viens de le dire, j'ai le privilège de faire la conférence introductive de cette journée et qui va traiter donc de ce thème. Comment est née l'immunothérapie? Donc au départ, donc c'est l'hypothèse, la théorie de l'immunosurveillance. Donc c'est ce dont je vais parler. L'immunologie, l'immunothérapie du cancer, de l'immunosurveillance à l'immunothérapie. Alors, l'immunosurveillance, la théorie de l'immunosurveillance, donc, il faut bien se rappeler qu'on a commencé à en parler dès la fin du 19e siècle. Dès la fin du 19e siècle, donc, Collet, il avait remarqué que les patients cancéreux qui faisaient des infections graves, occasionnelles, eh bien, souvent, enfin, parfois, souvent, il y avait donc une régression de leur tumeur. Ce qui l'a incité, à l'époque, carrément à venir infecter intentionnellement des patients cancéreux, et il a rapporté donc un bon nombre de cas de régression de la tumeur. Et pour lui, donc, l'hypothèse avancée par Collet déjà dès la fin du 19e siècle, hein, c'est-à-dire 1890, peut-être quelque chose comme ça, donc l'explication pour lui, c'était que la réponse immunitaire à l'infection donc, allait booster, renforcer la réponse immunitaire contre le cancer. Et puis, quelques années après, déjà, le fameux Paul Ehrlich, en 1909,
il avait déjà postulé que le cancer pouvait apparaître spontanément, in vivo, et que le système immunitaire était capable de reconnaître les cellules cancéreuses et de protéger contre le développement du cancer. Bon. Mais en fait, donc l'hypothèse ou la théorie de l'immunosurveillance donc a vraiment commencé réellement donc au milieu du XXe siècle, donc au milieu des années 50. L'hypothèse elle a été avancée d'abord par Lewis Thomas et rapidement donc reprise et élaborée, donc exprimée d'une façon beaucoup plus élaborée par Sir Macfarlane Burnet, qui, comme vous le savez, est le tenant de la théorie de la sélection clonale qui reste jusqu'à nos jours la théorie de base de toute l'immunologie. Donc, la théorie postule que les cellules effectrices du système immunitaire donc patrouillent activement le corps, ils vont d'un site à l'autre, d'un tissu à l'autre, d'un organe à l'autre, pour identifier et éradiquer les cellules tumorales naissantes. Donc ça, ce concept a été donc émis à la fin des années 50 et dans les années 70, lorsque les lymphocytes T ont été identifiés, eh bien, le monde était d'accord que cette fonction devait être donc assurée par les lymphocytes T. Donc, l'hypothèse de l'immunosurveillance est hypothèse, comme je viens de le dire, qui a été avancée indépendamment par Thomas et Burnett à la fin des années 50. L'hypothèse stipule que le système immunitaire reconnaît et détruit en permanence les tumeurs naissantes et les cellules cancéreuses qui peuvent apparaître assez fréquemment au sein des tissus à forte prolifération cellulaire où chaque division cellulaire est capable de générer des mutations potentiellement carcinogènes. Donc, c'est l'évidence même. Et donc, comme c'est stipulé dans cet article fondateur de Frank Macfarlane Burnet de 1957, donc il avait écrit ceci exactement: chez les grands animaux à longue durée de vie, comme la plupart des vertébrés à sang chaud, les modifications génétiques héréditaires doivent être courantes dans les cellules somatiques et une partie de ces modifications représente un pas vers la malignité. Plusieurs modifications, plusieurs mutations, mais certaines, forcément, devront d'une façon ou d'une autre, donc, non pas donner directement à une cellule cancéreuse, mais constituer un pas vers la malignité. Et donc, ce qu'a écrit Burnett, donc c'est une nécessité évolutive qu'il y ait un mécanisme pour éliminer ou inactiver ces cellules mutantes potentiellement dangereuses, et il est postulé que ce mécanisme est de caractère immunologique. Thomas, donc, comme j'ai dit, donc, il avait écrit ceci, donc, dans le même ordre d'idées, au milieu des années 50, donc toujours, c'est une exigence universelle des organismes multicellulaires pour préserver l'uniformité du type cellulaire, les phénomènes de rejet d'homogreffes. Homogreffes, c'est les allogreffes, c'est les greffes entre individus différents de la même espèce, et donc chez la souris, c'est des souris de lignées différentes. Donc, c'est des expériences à l'époque de greffe de tumeurs. S'avéreront représenter un mécanisme primaire de défense naturelle contre la néoplasie. Le système immunitaire des vertébrés n'a donc pas nécessairement évolué d'abord comme une défense contre l'invasion par les micro-organismes, parce que l'idée
qui prévalait, et qui a toujours prévalu, qui prévalait à l'époque, qui a toujours prévalu, c'est que le système immunitaire, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants d'ailleurs, le système immunitaire est là pour nous défendre contre les agressions bactériennes, virales, parasitaires, etc., etc. Oui, mais une fonction primaire, principale du système immunitaire est aussi, d'après ce qui a été avancé, et c'est c'est bien confirmé maintenant, donc une fonction primaire est de détecter et d'éliminer les cellules tumorales naissantes. Donc, une des fonctions primaires du système immunitaire est donc de prévenir le développement de cancers. C'est la surveillance immunologique, surveillance, ou immunosurveillance. Quelques années après, donc Burnett, dans un autre très bel article, donc il avait écrit: la plupart des cellules malignes ont des qualités antigéniques distinctes de celles du type cellulaire dont elles sont issues. Parce que c'est toute la question, hein, on va le voir, la tumeur, au départ, c'est une cellule du foie, donc c'est des antigènes du foie, etc. Mais Burnett, dès 1971, il avait dit donc, que la plupart des cellules malignes ont des qualités antigéniques distinctes. Donc, c'est des néo-antigènes de celles du type cellulaire dont elles sont issues. Et ces différences antigéniques peuvent, dans des conditions appropriées, être reconnues comme étrangères et provoquer une réponse immunitaire basée sur les immunocytes thymodépendants. Donc, comme je vous dis, c'est les lymphocytes T, hein, équivalente à un rejet d'homogreffe d'allogreffe. Parce qu'à l'époque, le rôle des lymphocytes T, tout ce qu'on savait, c'était d'éliminer les greffes. Donc, dans les expériences avec les greffes de peau, etc., de tumeurs et tout ça. Alors, cette hypothèse, cette théorie donc, développée dans les années 50, donc, a eu rapidement une démonstration expérimentale très éloquente, hein, amenée par les expériences de Tren et Main, qui ont montré donc, lorsqu'on provoquait des cancers, des tumeurs chez des souris, différentes lignées de souris par des agents carcinogènes chimiques, donc il y avait développement d'une réponse immunitaire spécifique, c'est-à-dire pour chaque carcinogène, c'est une réponse spécifique qui ne reconnaît pas l'autre carcinogène. Donc, développement d'une réponse immunitaire antitumorale spécifique chez la souris contre des tumeurs autochtones induites par des carcinogènes. Et puis, dans la foulée, eh bien, donc, les expériences de travaux de greffe de tumeurs dans les modèles expérimentaux, comme je l'ai dit, donc, les observations rares mais remarquables de régression spontanée de tumeurs. C'est pas tous les jours, mais ça arrive. Il y a des cas rapportés de régression spontanée de tumeurs chez l'homme. Et ça ne peut pas être l'effet de c'est le système immunitaire. Hein. Donc, toutes ces observations ont conforté la théorie de l'immunosurveillance. Mais ça, c'était donc à la fin des années 50. Mais depuis, et pendant près de 3 décennies, donc, c'est le scepticisme qui a prévalu contre ces observations et contre l'hypothèse de l'immunosurveillance de Burnett et Thomas. Ça me rappelle, c'était la même situation qu'il y a eu pour tout ce qui est de suppression immunitaire. Hein, les cellules T suppresseurs, les lymphocytes T suppresseurs. Il y avait des expériences, donc, ne peut pas être plus clair, qui démontrent donc l'existence d'un mécanisme, d'un phénomène de suppression médié par des lymphocytes T, etc. Mais pendant 20-25 ans, donc, toutes les expériences qui ont cherché à identifier ces lymphocytes T suppresseurs donc, étaient vaines. Et finalement, dans les congrès internationaux, quelqu'un qui parlait de suppression et écoute, arrête. Hein. Jusqu'à ce que comment il s'appelle, le japonais,
je ne me rappelle plus, leurs noms, ils sont un peu compliqués, le japonais qui a découvert, donc, qui a montré que c'est les lymphocytes T, c'est des 4+, c'est des 25+. Et il n'a même pas osé, il n'a pas osé les appeler lymphocytes T suppresseurs, il les a appelés lymphocytes T régulateurs. Hein, tellement, hein, Sakaguchi, voilà, merci. Et c'est la même chose pour l'immunosurveillance. À la fin, personne n'osait plus parler de l'immunosurveillance. Parce qu'il faut bien voir qu'un des corollaires de l'immunosurveillance est que s'il y a immunosurveillance, hein, assurée par le système immunitaire, par les lymphocytes, donc théoriquement, les patients qui sont immunodéprimés hein, devraient avoir une incidence accrue de néoplasie. Or, les experts, on a travaillé, ils ont créé plusieurs modèles de souris à chaque fois, Ragmois, etc. Donc, plusieurs modèles de souris pour essayer de montrer, de voir. Et la plupart des équipes voulaient donner la preuve qu'il n'y a pas d'immunosurveillance. Hein. Et alors, les souris NUT, donc c'était une lignée qu'on a produite, donc de souris atymiques, carrément, qui n'ont pas de thymus, donc pas de lymphocytes. Et, eh bien, les résultats montraient que ces souris ne faisaient pas forcément plus de tumeurs que les autres lignées, donc la même lignée, mais sauvage, qui n'a pas la mutation. L'équipe de Stoutman, en 1978, faisait des expériences de ce genre sur les souris nudes et donc qui a rapporté ses résultats. Il voulait montrer que, comme je viens de le dire, que donc l'immunosurveillance n'existe, c'est pas vrai, il n'y a pas d'immunosurveillance. Ils ont découvert les cellules NK. Parce que l'explication ici, c'est que, comme on le sait, l'immunosurveillance est assurée par les lymphocytes T cytotoxiques, mais aussi par les cellules NK. Et les souris nude n'ont pas de thymus, n'ont pas de lymphocytes T, mais ils ont les cellules NK. Et ces cellules NK arrivent à donc faire le jeu et faire le boulot, si on peut dire, à la place des lymphocytes T. Donc, la plupart, et puis d'autre part, les tumeurs observées chez des patients, maintenant chez l'homme, chez des patients ayant subi une transplantation rénale, donc à qui on donne des immunosuppresseurs, hein, ils font des hémopathies malignes ou des néoplasies d'origine virale. Or, donc, c'est souvent des hémopathies, des néoplasies d'origine virale. Or, on sait bien le rôle du système immunitaire contre les agents pathogènes viraux. Et donc, si ces malades sont immunodéprimés, donc la lutte contre les agents viraux ne se fait pas comme il faut, et certains de ces agents peuvent donc, qui sont connus pour être favorisant le développement de tumeurs, peuvent donc entraîner le développement de ces tumeurs. Donc, il y avait ainsi toujours des hypothèses alternatives pour expliquer les résultats, la fréquence plus élevée de tumeurs dans les modèles expérimentaux de souris ou chez l'homme, hein, les malades immunodéprimés ou les souris immunodéficientes. Et puis, de toutes les façons, les opposants à l'hypothèse de l'immunosurveillance, qu'est-ce qu'ils faisaient prévaloir? Ils faisaient prévaloir le fait que les cellules tumorales sont à l'origine des cellules du soi. Et donc, d'après la théorie, en cours, donc théorie de la sélection clonale avec la théorie de self-non-self-discrimination, donc ces cellules cancéreuses étant au départ des cellules du soi, elles devraient être invisibles pour le système immunitaire qui est tolérant pour les cellules du soi. Donc, ceci est basé, comme je viens de le dire, sur l'hypothèse donc du self-non-self-discrimination, donc qui dit que le système immunitaire répond aux antigènes étrangers
tout en épargnant les antigènes du soi, dont justement sont issus les antigènes tumoraux. Plus même, là c'est plus récent, c'est les années 2000, donc les équipes de Valquil et de Alberto Mantovani, notre ami donc, qui était président de l'AES, ils sont même allés à suggérer que, ce qui n'est pas faux, hein, que les macrophages et autres cellules et cytokines inflammatoires trouvées dans les tumeurs, plutôt que de supprimer ces tumeurs, elles ne font que les promouvoir. Donc, alors, il faut rappeler que cette hypothèse de self-discrimination, donc c'est un corollaire de la théorie de la sélection clonale, comme vous le savez, a été avancée par Burnett et Yern et Fenner, donc au milieu des années 50, donc qui stipule que les lymphocytes B et T donc, ont des récepteurs spécifiques. Les lymphocytes B et T ont des récepteurs spécifiques pour l'antigène, hautement diversifiés, polymorphiques et hautement diversifiés. On a des milliards et des milliards de récepteurs différents, mais qui sont clonalement distribués, c'est-à-dire que pour chaque lymphocyte, tous les récepteurs sont identiques. Pour notre lymphocyte, c'est un autre récepteur, mais tous les récepteurs à la surface de la même cellule sont tous identiques. Et la théorie de la sélection clonale, et donc c'est là que l'hypothèse self-non-self discrimination, donc c'est un corollaire de la théorie de la sélection clonale, donc elle dit que lorsque les lymphocytes B et T circulent dans le sang, la lymphe, etc., patrouillent dans les organes, etc., donc à l'état naïf, au repos, et c'est lorsque l'antigène étranger arrive, c'est la cellule qui a le récepteur qui le fixe le mieux, hein, la plus forte affinité, qui va fixer cet antigène et ainsi être activée. Et une fois activée, elle va donc proliférer, c'est une prolifération clonale, et la prolifération va s'accompagner de différentes phases, elle va poursuivre la différenciation terminale, les cellules, donc elles changent, elles avancent de la différenciation, expriment des récepteurs, produisent ceci, expriment cela, etc., jusqu'à donner des milliers et des milliers de cellules effectrices spécifiques des plasmocytes, producteurs d'anticorps, des lymphocytes T helper, on sait maintenant producteurs de cytokines, des lymphocytes T cytotoxiques capables de tuer les cellules infectées par des virus, et qui vont être toutes dirigées contre spécifiques du même antigène de départ. Et en parallèle, il y aura donc production d'un petit nombre de lymphocytes B et T mémoire à longue durée de vie. Et la théorie donc, de Burnett hier, donc, stipule que les lymphocytes T, donc, pour expliquer les phénomènes d'auto-immunité, donc de tolérance, hein, donc, les lymphocytes T et B autoréactifs sont, pour Burnett, donc, éliminés par la délétion clonale au cours de leur ontogenèse, donc dans le thymus, on sait maintenant dans le thymus et dans la moelle osseuse. Donc la délétion clonale, hein, il a fallu 30 ans pour qu'elle soit donc confirmée et démontrée expérimentalement par l'équipe de Marat. Mais bon, comme toujours, souvent, donc, la science évolue, les données s'accumulent, les nouvelles découvertes, et cette hypothèse du self-non-self discrimination donc, est devenue au fil des années incompatible avec les nouvelles acquisitions scientifiques, les nouvelles découvertes, et qu'elle ne peut plus expliquer. Par exemple, on a démontré que pour le lymphocyte T, il fallait, pour l'activation de lymphocyte T, il fallait non seulement la reconnaissance de l'antigène spécifique par le TCR, mais il fallait un second signal. La découverte des TLR et autres récepteurs de l'immunité innée et leur importance dans la réponse immunitaire, l'importance des cellules dendritiques et des cellules de l'immunité innée. Tout ça a amené
a amené donc au développement de l'hypothèse du danger. J'ai toujours le réflexe d'aller ici alors que j'ai l'hypothèse du danger, donc dans la championne et Paula Matzinger, donc qui a été développée à la fin des années 90. Et Paula Matzinger, donc, elle écrit ceci donc en 2001, un système immunitaire utile pour l'évolution devrait se concentrer sur les choses qui sont dangereuses plutôt que sur celles qui sont simplement étrangères. Il n'est pas nécessaire de répondre à tout ce qui est étranger. Il y a tellement de substances, il y a beaucoup de matières étrangères inoffensives dans l'air que nous respirons et dans la nourriture que nous mangeons. Donc, l'activation, c'est pas forcément, la réponse immunitaire, c'est pas forcément contre ce qui est étranger, mais aussi et surtout et avant tout contre ce qui est agressif, contre ce qui est dangereux. Et elle fait remarquer que le soi lui-même, pour dire étranger ou soi, le soi lui-même, il change de la naissance à la puberté, en passant par la grossesse jusqu'au vieillissement. Donc, la question pour elle qu'elle pose, comment le système immunitaire peut-il continuer à reconnaître ce soi changeant? Donc, dans le cadre de l'hypothèse du danger, donc, pour le système immunitaire, la capacité d'une entité antigénique à induire des lésions tissulaires, donc à constituer un danger, est bien plus importante que son caractère étranger. Donc dans le cas, maintenant, donc, dans les années, depuis les années 2000, donc, tout ça a été, l'hypothèse de Paul Matzinger, qui n'est pas forcément contradictoire avec ce qui a précédé, mais qui permet de donner un plus large cadre qui permet d'inclure. Maintenant, pour les tenants de l'hypothèse de l'immunosurveillance, donc les cellules tumorales, effectivement, comme avait dit Burnett, donc ils expriment des nouveaux antigènes, elles constituent un danger et donc forcément elles doivent être reconnues par le système immunitaire. Et la question alors est pourquoi est-ce que la réponse immunitaire, cette réponse immunitaire antitumorale, pourquoi n'est-elle pas suffisamment forte et puissante pour éliminer les tumeurs? Donc, c'est ça la question qui a tracassé les immunologistes du cancer pendant les 20 dernières années. Alors, revenons, il faut bien mettre les choses en place et je rappelle ce qui a été avancé dans le cadre de la théorie de l'immunosurveillance par Burnett, que les cellules effectrices du système immunitaire patrouillent activement le corps pour identifier et éradiquer les cellules tumorales naissantes. Ça a été avancé par Burnett au milieu des années 50, mais on sait maintenant que c'est une réalité, c'est une vérité, c'est comme ça que ça se passe. Les lymphocytes T, on enseigne la circulation des lymphocytes et comment les lymphocytes, donc, comment est-ce qu'ils reconnaissent le site où ils vont aller. Les lymphocytes, ils passent d'un organe à un autre, d'un tissu à un autre, en empruntant les schémas de la circulation lymphatique sanguine, etc. Et l'objectif, c'est d'aller patrouiller, chercher si jamais il y a l'antigène étranger ou néo-antigène ou antigène viral, etc. Donc, on sait maintenant que ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe et que cette fonction, elle est assurée par des lymphocytes T cytotoxiques et par les cellules NK. Et pour les lymphocytes T cytotoxiques, bien sûr, le rôle crucial des molécules HLA classe 1 comme présentoir donc des antigènes du soi, des antigènes viraux, des antigènes tumoraux. Et ce rôle, bien sûr, a été démontré par l'expert Zinkernagel et Doherty dans les années 70, donc avec leur expérience où ils ont infecté donc deux lignées différentes de souris avec le virus de la chorioméningite lymphocytaire. Et après 2 à 3 semaines, ils prennent les splénocytes, donc les lymphocytes de chaque
groupe de souris et les mettent en culture avec des cellules de la même lignée et de l'autre lignée infectées par le même virus ou par des cellules qui ne sont pas infectées. Et c'est avec cette expérience, finalement, tout compte fait très simple, mais encore fallait-il y penser. Donc, c'est avec cette expérience qu'on a découvert le rôle clé, le rôle fondamental des molécules HLA, donc de servir de présentoir pour l'antigène aux lymphocytes T, au TCR des lymphocytes T. Donc, ces molécules HLA qui sont exprimées à la surface de la quasi-totalité des cellules nucléées de l'organisme, elles présentent donc les petits antigéniques du soi lymphocytes T cytotoxiques. Il faut bien avoir présent à l'esprit que les cellules, ce n'est pas des entités figées. Nos cellules, ce n'est pas des entités figées. Les cellules, elles se reconstituent. Elles se reconstituent en permanence avec un rythme variable d'un type cellulaire à l'autre, mais elles reconstituent en permanence, elles renouvellent en permanence des protéines et autres molécules et composants de leur organite et structures et compartiments cellulaires. Et en permanence, il y a toujours une toute petite partie de ces protéines du soi ainsi synthétisées qui est dégradée dans le protéasome et les peptides immunogènes qui sont ainsi obtenus, ils sont transportés par les transporteurs de peptides type 1 et type 2 vers le réticulum endoplasmique où ils vont s'associer aux molécules HLA classe 1 qui sont produites dans le réticulum endoplasmique. Donc, c'est la voie de... Donc là, les molécules HLA classe 1 qui présentent les peptides antigéniques au TCR, des lymphocytes T CD8+. Et vous voyez donc les protéines du soi, donc il y a toujours un petit échantillon qui passe par cette voie de l'exocytose qui permet de présenter donc des antigènes endogènes, donc des antigènes du soi normal ou modifiés donc d'origine virale, parce que pour les protéines virales, c'est la cellule elle-même qui produit les protéines virales, et un petit échantillon de ces protéines virales passe par cette voie, et les peptides antigéniques viraux sont ici exprimés à la surface de la cellule pour être reconnus par les lymphocytes T cytotoxiques spécifiques. De même, pour les protéines, donc les nouvelles protéines transformées, les néo-antigènes tumoraux, ces protéines donc, de cancer, même chose, elles sont dégradées dans le protéasome. Les peptides antigéniques immunogènes passent dans le réticulum endoplasmique, ils sont associés, ils sont présentés à la surface de la cellule, donc transformés. Et les peptides du soi aussi, ils sont présentés. Et ça, c'est pratiquement la molécule HLA avec les peptides, c'est presque la carte d'identité de la cellule. Peptide du soi normal, donc c'est une cellule du soi. Peptide du soi transformé, cancer ou peptide viral, donc c'est à tuer. Il y a les lymphocytes T spécifiques. Donc, la question, pourquoi, donc on revient à la question, pourquoi, donc l'immunosurveillance, elle est là, les lymphocytes T cytotoxiques, c'est leur fonction, c'est leur rôle. Mais alors, pourquoi la réponse immunitaire antitumorale n'est pas suffisamment forte et puissante pour éliminer les tumeurs? Alors ça, c'est les interactions tumeurs et système immunitaire, donc ça va être traité dans la conférence de Henn tout à l'heure. Donc il y a les tumeurs, donc comme les micro-organismes, hein, s'ingénuent à trouver toujours des astuces, des artifices pour contourner un petit peu la réponse immunitaire et échapper à la réponse immunitaire. Et c'est, en fait, il faut dire, c'est la découverte des molécules checkpoint, immune checkpoints, hein, des molécules co-inhibitrices, parce qu'on savait que le lymphocyte T avait besoin d'un deuxième signal de coactivation, mais après, on a découvert qu'il y avait aussi des signaux inhibiteurs. Et ces signaux inhibiteurs donc, constituent des points de contrôle importants pour, là, on le sait, pour les mécanismes et phénomènes de tolérance et de régulation de la réponse immunitaire. Donc, le lymphocyte T, donc, on sait, il a besoin donc, de la reconnaissance
Le TCR reconnaît spécifiquement le peptide antigénique et la molécule de HLA ou CMH classe 1 ou classe 2. Ça va donner le signal activateur, le signal d'activation, mais ça ne suffit pas pour lymphocyte T. Il a besoin d'un signal de coactivation qui va être amené par l'interaction de CD28 à la surface de lymphocyte T avec B7 à la surface de la cellule qui présente l'antigène. Eh bien, il faut bien voir. Alors, ce deuxième signal, donc, il est crucial pour enclencher l'activation et la prolifération de lymphocytes T. Mais il faut bien voir que lorsque la réponse immunitaire, donc l'activation, la réponse immunitaire, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est un processus qui est assez lourd. Donc, l'objectif, c'est d'éliminer l'antigène. Lorsque la réponse immunitaire se prolonge sur une longue durée de façon inutile sans pouvoir éliminer l'antigène, eh bien, le système immunitaire, il est ainsi constitué, il est ainsi régulé et il y a des mécanismes de régulation qui vont faire cette réponse est inutile et donc il faut ramener le système à l'état stand-by. Et comment ça va se passer? Eh bien, les lymphocytes T, qui au départ, pour l'activation, expriment beaucoup de molécules B7, beaucoup de molécules CD28 pour recevoir le signal d'activation, vont se mettre à exprimer des molécules CTLA4. Hein? Alors, CTLA4, donc, dont l'interaction avec B7, CD28 interagit avec B7, CTLA4 interagit aussi avec B7. Mais CTLA4, elle a beaucoup plus d'affinité. Et lorsque la réponse immunitaire se prolonge, eh bien, le lymphocyte T va produire beaucoup plus de CTLA4. Et donc, le signal inhibiteur sera dominant. Et le lymphocyte T, donc, il va recevoir un signal inhibiteur. Donc, voilà. Ici, donc, très peu de CTLA4, c'est un signal d'activation. Maintenant, très peu de CTLA4, beaucoup de CD28, c'est un signal d'activation. À la fin de la réponse, lorsqu'elle se prolonge inutilement, etc., pour ramener le système à l'état stand-by, donc le lymphocyte T va exprimer beaucoup plus de CTLA4 et très peu de CD28, et ça va donner un signal inhibiteur. Et donc, comme je l'ai dit, donc CTLA4 a plus d'affinité pour B7, et donc elle va délivrer ce signal inhibiteur avec arrêt de l'activation et de la prolifération. CTLA4, donc le système immunitaire, il filme, c'est ce que je viens de dire, il est finement régulé, donc l'interaction CTLA4-B7 est un des nombreux mécanismes de régulation du système immunitaire. CTLA4 a été découvert par un chercheur français. Tout à l'heure, on avait parlé de Sir Burnett. Là, c'est Brunet en 1987-88. Brunet, donc, il travaillait sur les clones de lymphocytes T pour identifier donc les antigènes caractéristiques, donc les molécules de surface caractéristiques de lymphocytes T. Et c'est comme ça qu'il a identifié cette molécule, c'était la 4, mais le rôle, la fonction inhibitrice a été démontrée quelques années après, donc il n'a pas eu le mérite. Et puis, en fait, celui qui a utilisé cette fonction, ce rôle, qui a eu le prix Nobel, c'est Allison, comme on le sait. Donc, lorsque ils rencontrent l'antigène du SOA, spécifiquement reconnu par leur TCR, présenté avec une molécule HLA classe 1 à la surface d'une cellule du SOA qui n'exprime pas les molécules de coactivation P7, les lymphocytes T autoréactifs, donc les lymphocytes T autoréactifs, on a vu dans le thymus, il y a la délétion clonale qui va permettre d'éliminer tous les lymphocytes T dont le TCR reconnaît l'un ou l'autre des peptides antigéniques du SOA exprimés par les cellules stromales thymiques. Et il y a ce gène, ce fameux gène R, qui va permettre d'exprimer encore beaucoup plus
d'antigènes, des antigènes qui normalement sont exprimés par les cellules endocrines ou d'autres cellules, pour élargir l'éventail de reconnaissance du soi et éliminer le maximum de lymphocytes T autoréactifs par la délétion clonale dans le thymus. Mais il y a toujours des lymphocytes T autoréactifs dont l'auto-antigène n'est pas exprimé dans le thymus et donc qui sortent en périphérie. En périphérie, il y a des mécanismes qui permettent de stopper, de se débarrasser de ces lymphocytes T autoréactifs au premier chef desquels, donc le mécanisme d'énergie, qui est une inactivation fonctionnelle permanente qui va avoir lieu lorsque le lymphocyte T spécifique d'un auto-antigène va en périphérie et trouve cet auto-antigène, ce type antigénique, exprimé par une cellule du soi, mais sans les molécules de coactivation. Eh bien, ce genre de signal, donc d'interaction, va indiquer au lymphocyte T que c'est un auto-antigène et que, eh bien, non seulement il ne va pas réagir, mais il va retenir la leçon, il va être inactivé de façon permanente, et c'est ce qu'on appelle l'énergie. Donc, c'est un des mécanismes de la tolérance. L'autre mécanisme, c'est justement lorsque le lymphocyte T reçoit, donc le CTLA4, c'est important pour, comme je viens de le dire tout à l'heure, pour la régulation des réponses immunitaires, mais c'est important aussi pour la tolérance parce que justement les cellules du soi, donc lorsque la réponse contre l'auto-antigène, il est là. La réponse immunitaire ne va pas permettre de se débarrasser contre l'auto-antigène, il est toujours là. Et donc le lymphocyte T va exprimer le CTLA4 et ça va induire l'arrêt du cycle cellulaire. Alors, CTLA4 est donc, il faut bien voir que, comme son nom le dit, cytotoxic T lymphocyte associated protein 4, donc il est spécifique des lymphocytes T. Il bloque l'activation et la prolifération des lymphocytes T autoréactifs au stade initial, au début de leur activation, la phase primaire de l'activation des lymphocytes T. Il y a un autre frein, un autre point de contrôle périphérique, donc un autre checkpoint qui a été découvert ultérieurement, c'est le programme DEF1, PD1, qui lui est exprimé non seulement sur la lymphocyte, mais aussi sur la lymphocyte B, sur certaines cellules myéloïdes, et qui va interagir avec son ligand qui est appelé PDL1, donc L pour ligand. Et lui, donc, le signal va entraîner l'inhibition de la prolifération, il va compromettre et réduire la durée de vie du lymphocyte et généralement induire il va activer le programme de mort cellulaire et induire l'apoptose. Alors, le PD1, il intervient à une phase plus avancée de l'activation de lymphocytes, phase effectrice de la réponse, et c'est surtout généralement sur des lymphocytes fatigués, qu'on appelle les exhausted T-cells. Voilà, donc les deux voies de contrôle négatif, CTLA4 avec B7, PD1 sur lymphocyte avec PDL1. Il y a d'autres voies qui ont été... Et vous voyez, PD1 avec PDL1 sur la cellule dendritique, et donc tout ce que ça va entraîner, l'arrêt de la prolifération, l'apoptose, etc. Donc, CTLA4 et PD1, c'est des points de contrôle importants de l'activation de lymphocytes T. C'est des mécanismes clés de la tolérance périphérique. Et les cellules cancéreuses, qui devraient normalement être reconnues par des lymphocytes T spécifiques, les lymphocytes T qui sont spécifiques de leur néo-antigène, le soit transformé, eh bien, ils ont tiré avantage, ils ont mis à profit ces mécanismes pour les utiliser en leur faveur et pour pouvoir ainsi éviter la réponse immunitaire spécifique contre leur antigène et l'activation du système immunitaire de l'autre et de ses lymphocytes T. Donc, vous voyez, donc là, la cellule tumorale, donc, elle va exprimer PDL1, et donc, avec PD1, ça va donner ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, donc, l'arrêt de la prolifération, la mort cellulaire, etc. La cellule tumorale, elle est là, elle prolifère, etc., elle est toujours là, et donc, le lymphocyte T, à la fin, c'est un des mécanismes normaux de la réponse immunitaire, il va exprimer CTLA4, et donc, ça va donner encore un signal inhibiteur, hein. Donc,
James Allison, donc dans les années 2000, au milieu des années 2000, donc 2015 ou 2016, donc il a fait ça, avant peut-être. Donc, James Allison a été le premier à avoir l'idée. Il s'est dit, l'immunosurveillance est une réalité. La réponse immunitaire n'arrive pas à se mettre en place. On le sait maintenant parce qu'il y a ces freins qui pèsent sur les cellules du système immunitaire, surtout sur les lymphocytes T, cytotoxiques et LPL. Et ces freins, on les connaît. D'abord, c'était la 4, donc lui, il travaillait sur c'était la 4. Donc, je vais voir si j'arrête ce frein, si je lève le pied, je permets au système immunitaire de lever le pied sur ce frein, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la réponse va redémarrer? Donc, il a fait ce pari. Il a administré des anticorps monoclonaux anti-CTLA4. Il a commencé donc avec l'espoir que cela débloquerait le frein, le verrou qui pèse sur les lymphocytes et permettrait de les réactiver à nouveau. Et son pari a été gagné. Honjo, donc les deux, donc c'est les deux qui ont eu le prix Nobel 2018, Honjo, il a ciblé la voie PD1, PDL1 avec même principe des anticorps anti-PD1, des anticorps anti-PDL1. Donc tout ça, on l'a expliqué. Donc, donc, les cellules tumorales expriment à leur surface des ligands de PDL1 et PDL2, hein, et l'interaction donc va entraîner la mort cellulaire donc des lymphocytes T, l'activation de la voie des caspases, etc. Et donc, avec l'idée d'Allison et de Honjo, donc en pratique, les anticorps anti-CTLA4 ou anti-PD1 ou anti-PDL1, eh bien, ça donne quoi? L'inhibition est levée. Et en fait, donc l'activation des lymphocytes, c'est comme si quelqu'un qui était endormi, etc., il va se réveiller. Et c'est exactement ce qui se passe pour les lymphocytes T, cytotoxiques, les lymphocytes T, ils vont se réveiller et ils vont faire leur boulot, donc de pouvoir éliminer donc, les cellules tumorales. La réponse va redémarrer l'activation CD28, B7, etc. Donc, les résultats concluants des expériences de Allison, Honjo et leur groupe sur la souris et le succès de leurs essais cliniques chez l'homme dans le traitement du mélanome métastatique et de certains cancers de rein et du poumon avec des anticorps monoclonaux anti-CTLA4, PD1 ou PDL1, eh bien, ont ainsi ouvert une nouvelle voie très prometteuse et certainement inauguré une nouvelle ère dans le traitement du cancer. Voilà quelques références. Et merci.